It is with a profound sadness that we inform the public that Mrs. Winnie Madikizela Mandela. C'est avec une grande tristesse que nous informons le public que Madame Winnie Madikizela Mandela est décédée à l'hôpital Mill Park, ici à Johannesburg, aujourd'hui le 2 avril 2018. Elle est décédée des suites d'une longue maladie pour laquelle elle a été hospitalisée à plusieurs reprises depuis le début de l'année. Elle est partie en paix en tout début d'après-midi ce lundi, entourée de sa famille. Of Monday afternoon, surrounded by her family and loved ones. Indomptable et charismatique, Winnie Madikizela Mandela, décédée ce lundi à 81 ans, s'est imposée comme une figure de la lutte anti-apartheid en reprenant le flambeau de son mari Nelson Mandela alors qu'il était en prison. Son parcours est indissociable de celui du premier président noir d'Afrique du Sud, dont elle a été l'épouse pendant 38 ans, y compris les 27 années qu'il avait passées en prison. Née le 26 septembre 1936 dans la province du Cap Oriental, elle décroche un diplôme universitaire de travailleur social, une exception pour une femme noire à l'époque. Égérie de la lutte anti-apartheid durant les 27 années d'emprisonnement de Nelson Mandela, libéré en 1990, elle était cependant devenue une figure controversée. Celle qui était surnommée la mère de la nation a notamment encouragé la violence pendant la lutte contre le régime ségrégationniste. Les frasques de cette femme de caractère, son discours violent et des accusations de meurtre portées contre ses gardes du corps l'avaient rapidement éloignée de son époux en 1996, 2 années après l'accession à la fonction suprême de Nelson Mandela. La loi de finances 2018 répond aux aspirations du peuple nigérien. C'est pour cela que cette loi est soutenue par l'immense majorité des Nigériens, a déclaré le président dans un entretien à la télévision publique. La loi 2018 est la traduction budgétaire du programme de renaissance qui prévoit d'assurer notamment la sécurité, les routes, le chemin de fer, l'éducation, la santé ou l'accès à l'eau, a-t-il expliqué. Maintenant qu'il y a une minorité qui la conteste, c'est le droit de la minorité de contester. Nous respectons ce droit, a-t-il dit. Mahamadou Issoufou a souligné que la contestation organisée depuis 6 mois par la société civile et l'opposition doit s'exercer dans le cadre des lois en vigueur. Les élus de l'opposition avaient rejeté le budget 2018 qui a été voté en novembre 2017 par les députés pro-régime très majoritaires au Parlement. Des heurts ont éclaté le 25 mars à Niamey entre les forces de l'ordre et les protestataires qui voulaient braver l'interdiction par les autorités d'une manifestation contre la loi de finances 2018 qu'ils jugent antisociale. Sur 23 personnes arrêtées, la justice en a inculpé et écroué 22, dont 4 figures de la société civile pour notamment organisation et participation à une marche interdite et complicité de dégradation de biens publics et privés. Dans la foulée, le groupe privé de radio-télévision Labari appartenant à Ali Idrissa, une des figures incarcérées, a été fermé par les autorités, mais la justice a ordonné sa réouverture. Des ONG nigériennes, Amnesty International et l'ONG Tournons la page ont demandé la libération des personnes incarcérées dans différentes prisons. Une nouvelle manifestation contre la loi de finances est programmée le 8 avril prochain selon les organisateurs. Cette attaque d'une grande ampleur s'est déroulée dimanche aux alentours de 19h30 GMT et les combats entre l'armée et les membres du groupe djihadiste Boko Haram ont duré près d'1 heure selon les sources militaires. L'agence locale de gestion des urgences fait état d'au moins 18 morts et 84 blessés. Les combattants de Boko Haram ont tenté de pénétrer dans Maïdougouri, la capitale de l'État du Borno, en attaquant une base militaire à l'entrée de la ville avec des kamikazes, mais aussi des armes à feu et des bombes. Hier était un jour très malheureux. Boko Haram s'est faufilé et est entré dans Balchouar, Balkoura, Moussa, Alakaram Sikia. Boko Haram est venu faire exploser une bombe à Balkoura et Balchouar où des personnes ont été blessées et d'autres sont mortes. So far as at yesterday, the people were evacuated in the night to the hospital. Les gens ont été évacués dans la nuit vers l'hôpital. Ils ont évacué 16 personnes et ce matin, nous évacuons encore quelques personnes vers l'hôpital spécialisé. Il y a 15 personnes qui ont perdu leur vie à Balchouar et 3 personnes à Balkoura. In Balchouar, we have 10 people and in Balkoura, we have 3 people.
Maïdougouri, une ville d'environ 3 millions d'habitants, dont des centaines de milliers de déplacés à cause du conflit, est encerclée par un mur de sable et des fossés pour éviter toute incursion du groupe djihadiste. Mais les combattants sont parvenus à escalader le mur d'enceinte. Vendredi déjà, 4 jeunes filles kamikazes âgées de 13 à 18 ans ont attaqué le camp de Zaouia aux environs de Maïdougouri, tuant 2 personnes. Lors d'une rencontre lundi au palais présidentiel, le président Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo, chef de file de l'opposition, sont convenus d'une série de mesures pour désamorcer la tension, notamment par la mise en œuvre de l'accord politique conclu en octobre 2016 entre le pouvoir, l'opposition, la société civile et les partenaires internationaux de la Guinée. Je ferai un compte rendu fidèle de mon entretien avec le président de la République à l'opposition et à nos militants, mais en attendant, j'annonce publiquement ici la levée de toute manifestation et grève prévue par l'opposition, a déclaré Cellou Dalein Diallo à l'issue des discussions. Selon un communiqué de la présidence, les 2 dirigeants sont convenus de confier au comité de suivi de l'accord d'octobre 2016 la recherche d'une solution aux différends électoraux qui portent sur 6 communes urbaines et 6 communes rurales sur les 342 du pays, ainsi que la révision des listes pour les prochaines législatives prévues en fin d'année. L'opposition conteste les résultats des élections locales officiellement remportées par le parti au pouvoir. Le chef de l'État a également donné instruction de tout mettre en œuvre pour identifier les différents responsables de toutes les violences qui ont entraîné mort d'hommes et causé d'importants dégâts matériels afin de les traduire en justice, selon le communiqué. Condé et Diallo déplorent l'escalade dans les propos et les comportements inconséquents de personnalités publiques et de citoyens appelant à la haine et à la division des différentes communautés du pays. Ils appellent à la justice à appliquer la loi dans toute sa rigueur en la matière, selon la même source. Dans un communiqué conjoint le 29 mars, Amnesty International et Human Rights Watch s'étaient inquiétés d'une nouvelle effusion de sang lors de la reprise des manifestations après la pause d'une semaine décrétée par l'opposition pour Pâques, soulignant que depuis les élections locales, au moins 15 personnes ont été tuées dans des affrontements. Un total de 54 hommes sont jugés en première instance depuis la mi-septembre devant la chambre criminelle de la Cour d'appel de Casablanca en lien avec le mouvement de contestation dit du Irak qui a secoué entre fin 2016 et mi-2017 le RIF. Les protestataires dénonçaient le sous-développement de leur région géographiquement enclavée et historiquement frondeuse. Les auditions ont été organisées en fonction de la gravité des charges pesant contre les accusés, poursuivis notamment pour les lourdes accusations d'atteinte à la sécurité de l'État et participation à un complot contre l'intégrité territoriale du pays. Mohamed Dieloul, 47 ans, a été lundi le 52e prévenu, appelé à la barre. Les 2 derniers, Nabil Aemjik et Nasser Zevzafi, considérés comme les principaux meneurs du mouvement, comparaîtront dans les prochains jours, selon un des avocats de la défense. Tous 3 encourent des peines pouvant aller théoriquement jusqu'à la peine de mort. Lundi, Mohamed Dieloul a contesté devant la cour toutes les accusations de séparatisme. « Je suis jugé pour mon patriotisme. Le remettre en question serait une insulte », a-t-il dit. « Nous ne sommes pas sortis dans les rues contre l'État, mais pour revendiquer une patrie qui nous accueille tous. Nous revendiquons nos droits dans cette patrie », a-t-il ajouté. « Nous sommes des comploteurs, mais la mort de Moussine Fikri n'était pas un complot », a-t-il lancé en référence au décès tragique d'un vendeur de poissons broyé par une benne à ordures en tentant de s'opposer à la saisie de sa marchandise en octobre 2016. Sa mort est à l'origine du mouvement de protestation qui a secoué le nord du Maroc pendant plusieurs mois. L'État affirme que la contestation sociale a fait 902 blessés chez les forces de l'ordre et provoqué environ 2 millions d'euros de dégâts. L'approche sécuritaire adoptée par les autorités a été vivement critiquée par des associations de défense des droits de l'homme qui ont dénoncé la répression du mouvement. Le parcours de celle qui rêve de s'occuper un jour d'une équipe internationale n'a pas été facile. À 27 ans, elle est présentée par la FIFA, la Fédération internationale de football, comme la première femme arabe et soudanaise à prendre en charge une équipe d'hommes dans le monde arabe où ce sport est omniprésent. Salma Al-Majidi a donc dû faire face à beaucoup de difficultés avant de réaliser son rêve. C'est ma première et ultime passion, le football. Concernant les clubs au Soudan, les femmes n'ont pas l'occasion de jouer au football.
J'ai reçu beaucoup d'opposition dans ma famille. Ils me demandaient tout le temps pourquoi j'autorisais ma fille à travailler avec moi. Je leur ai dit que je lui faisais confiance, qu'elle m'avait convaincu, qu'elle avait un message à faire passer. Je n'ai pas peur pour elle. Et les gens au Soudan vont parler d'elle. Fille d'un policier à la retraite, elle avait 16 ans quand elle est tombée amoureuse du foot. Elle se rendait souvent à l'entraînement de l'équipe de son plus jeune frère à l'école et elle était captivée par les instructions du coach et par chacun de ses gestes. Les hommes au Soudan voient les femmes et ils pensent que le rôle des femmes est de rester à la maison et de s'occuper du foyer. Il y avait ce garçon dans l'équipe qui refusait qu'une femme soit sur le terrain et donne des ordres. Il le prenait à cœur. C'est comme ça qu'il avait été élevé. Entraîneuse de football à plein temps, rémunérée comme le serait un homme et désignée dans la liste des 100 femmes qui inspirent de la BBC en 2015, elle a déjà entraîné les clubs masculins de deuxième ligue Al-Nasr, Al-Narda, Nil Alpha et Al-Mourada. Sous son égide, Nil Alpha et Al-Narda ont même terminé premiers de leurs championnats locaux. Au Soudan, pays régi par la loi islamique depuis 1983, il n'y a pas de loi interdisant le football féminin, mais la société conservatrice ainsi que le gouvernement à domination islamiste font qu'il n'est pas encouragé. Sans suspense, dans une assemblée dominée par le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, la coalition au pouvoir en Côte d'Ivoire, c'est Jeannot Ahousso Kouadio, actuel ministre d'État chargé du dialogue politique et des relations avec les institutions, qui a été élu président du tout nouveau Sénat ivoirien à l'unanimité, moins un bulletin nul. C'est au terme de la séance inaugurale de cette nouvelle institution qui s'est tenue à Yamoussoukro. Les 66 sénateurs élus le 24 mars dernier étaient présents dans l'enceinte de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la paix qui abritera le Sénat dans la capitale politique ivoirienne. Ils doivent être rejoints par 33 autres sénateurs qui seront nommés par le président Alassane Ouattara. Les sénateurs se réuniront à nouveau le 12 avril prochain pour commencer leurs travaux. Cette nouvelle institution, prévue par la Constitution de 2016, est contestée par l'opposition qui reproche au président Ouattara d'avoir succombé au clientélisme en créant un Sénat qui sera budgétivore. L'opposition ainsi que la société civile ont critiqué les élections sénatoriales, soulignant que l'opposition ayant boycotté les élections locales de 2013, il aurait été plus juste de tenir l'élection de ce premier Sénat après les élections municipales et régionales qui doivent avoir lieu cette année. Les sénatoriales camerounaises ont été remportées par le parti au pouvoir, selon les résultats proclamés ce jeudi par le Conseil constitutionnel du Cameroun. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti du président Paul Biya, a remporté 63 des 70 sièges, pendant que le Social-démocratique Front, premier parti d'opposition et qui n'avait présenté des candidats que dans 5 des 10 provinces du pays, a décroché 7 sièges dans son fief du Nord-Ouest. Les 7 autres partis en lice pour cette deuxième sénatoriale de l'histoire du pays, après celle de 2013, n'ont remporté aucun siège. Le Sénat camerounais est composé en tout de 100 sénateurs, 60 élus par le scrutin indirect de 10 000 conseillers municipaux pour un mandat de 5 ans et 30 désignés par le chef de l'État dans les 10 jours qui suivent le résultat. Le Cameroun se prépare à une élection présidentielle prévue entre octobre et novembre 2018. Le président Paul Biya n'a pas encore fait acte de candidature, mais il est présenté comme le candidat naturel de son parti, le RDPC.